Bonjour à tous, je suis Christine Gilgui, rédactrice en chef du MOSI. Bienvenue dans ce troisième webinaire en direct dans le cadre d'un cycle sur la thématique des fusions et acquisitions aux États-Unis, les M&A dans le jargon des affaires. Je l'animerai en duo avec Emmanuel Saint-Martin, PDG du MOSI, qui est en direct avec nous depuis New York. Bonjour New York. Le contexte avec les États-Unis continue d'être hautement inflammable. Je ne sais pas ce qu'il en est des entrepreneurs américains, mais ici en France, les nerfs de beaucoup sont à vif. Les annonces à propos des chers tarifs de M. Trump sont quasi quotidiennes. Encore hier, le 9 avril, vous le savez, cette décision de dernière minute de suspendre pour 90 jours les droits de douane réciproques sur près de 75 pays, dont l'Union européenne, sauf la Chine et d'autres. Ils avaient été décrétés le 2 avril, ils devaient rentrer en vigueur le jour même. Voilà, à la dernière minute, ça a été... Évidemment, ici, c'est le soulagement. Hein. Les entreprises ne prennent que 10% au lieu de 20%, mais pour combien de temps? Il est certain que dans ce contexte d'incertitude, s'implanter aux États-Unis est perçu de plus en plus comme un moyen de se mettre un peu à l'abri de tout ça. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Nos deux précédents webinaires ont permis de vous apporter des éclairages sur la question du choix des cibles le 13 mars et sur celle de la négociation et des due diligence le 27 mars. Pour terminer ce cycle, nous abordons aujourd'hui le thème tout aussi crucial de l'intégration de la nouvelle acquisition américaine, c'est-à-dire l'après-deal, avec bien évidemment un panel d'experts et d'entreprises de haut vol à distance et avec nous en studio. D'abord, Brigitte Andréolis, directrice financière jusqu'à il y a quelques semaines de Staci. Staci, c'est une société spécialisée en logistique qui a beaucoup grandi, et notamment grâce à une belle acquisition aux États-Unis. On y reviendra. Rémi Forjas, vous êtes associé de RSM, le 5e cabinet d'audit américain, et vous avez une importante expérience en matière d'accompagnement des entreprises françaises, notamment dans le cadre de fusion et acquisition. Valérie Demont, qui est associée du cabinet d'avocats américain Shepard Mullin, basé à New York. Valérie, vous êtes spécialisée dans les fusions-acquisitions transfrontières, les M&A cross-border, comme on dit, et Didier Choix, qui est fondateur et managing partner de DDA Company, où vous partagez entre Paris et New York. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement dans les fusions et acquisitions, et vous avez réalisé de nombreuses opérations, soit en représentant les acquéreurs, soit les vendeurs, dans une grande variété de secteurs, notamment les services financiers, l'industrie, l'aéronautique et la défense. Comme toujours, nous prendrons vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire en cliquant sur le bouton questions-réponses en bas de votre écran. Et nous essaierons avec Emmanuel de les relayer autant que possible durant le webinaire. Nous avons découpé ce webinaire en 3 parties. D'abord, les défis de l'intégration humaine et culturelle. Ensuite, l'intégration opérationnelle et financière. Et enfin, comment recréer une dynamique post-acquisition. Alors, pour commencer, Brigitte Andréolis, en tant qu'ancienne directrice financière de Staci à l'époque, vous avez supervisé l'acquisition d'une société aux États-Unis. C'était, je crois, une très grosse acquisition, hein, puisque celle-ci faisait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, de dollars. Et à l'époque, Staci en faisait moins de 20. Vous me corrigerez hein, s'il n'y a pas de problème. On reviendra sur les détails, mais du point de vue de l'intégration humaine, j'ai cru comprendre que celle-ci n'est pas allée de soi, puisque moins d'un an après l'acquisition, la quasi-totalité de l'équipe dirigeante de départ aux États-Unis avait changé. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu comment les choses se sont faites? Avec plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une expérience qui est encore fraîche, même si depuis 2 mois, j'ai une nouvelle vie et c'est l'aventure américaine, comme on peut l'appeler, et ce qui m'a, complètement animée, motivée et fait avancer depuis 2019 jusqu'à très récemment. Nous avons commencé par démarrer une activité from scratch. Donc, alors je n'ai pas assisté à votre premier webinaire, mais nous avons eu des problèmes, des soucis à trouver une cible et donc nous avons fini par nous dire que pour accompagner des clients, il fallait mieux démarrer
de zéro aux États-Unis. Donc ça a été une première aventure et ça a été assez passionnant et c'est dans ce cadre-là, on en reparlera, que j'ai eu la chance de rencontrer notamment Rémi Forjas, ici présent. Effectivement, donc nous avons démarré mi-2019 et nous avions l'idée dès le départ de nous étendre, de faire une acquisition. Nous avons en parallèle continué à chercher des cibles et fin 2022 est apparue une cible d'à peu près effectivement 200 millions de dollars. Entre-temps, nous étions passés de 0 à 20 millions de dollars. Donc, il y avait pour nous, c'était gros. Je pense qu'il y a des acquisitions qui peuvent être bien plus significatives. Mais pour nous, c'était quand même assez gros. Le groupe, à ce moment-là, faisait 500, 600 millions, mais pas plus que ça. Donc, même par rapport à l'ensemble du groupe, c'était gros à absorber. Donc, il y avait du challenge. Et donc, nous nous sommes lancés mi-fin 2022 et nous avons signé en mars 2023. Et effectivement, mars 2024, avril 2024, des 5 managers principaux identifiés pendant les due diligence et dont nous avions fait la connaissance post-acquisition, il n'en restait plus qu'un et octobre 2024, plus aucun. Voilà, donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a été assez riche humainement et beaucoup de rebondissements. Ça s'est bien passé, même si les uns et les autres sont partis au fur et à mesure. Ça s'est bien passé, mais ça a été pas du tout ce qu'on avait imaginé au départ. Alors, on était dans un cas particulier parce que cette petite société qu'on avait créée de rien avait la chance d'avoir une équipe de direction, mais assez light en fait. Nous n'avions pas de back-office, justement, je m'étais reposée sur les services de Rémi et de ses équipes pour tout ce qui était fiscal et financier, et c'est également grâce à lui que j'avais rencontré et pu monter la partie bancaire, qui a été une aventure en soi, hein, puisque c'était un des éléments que j'ai trouvé le plus protectionniste côté américain pour empêcher un foreigner d'aller s'implanter, c'est ouvrir un compte bancaire quand on n'avait personne qui a un numéro de sécurité sociale américain. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc on n'avait pas de back-office, on n'avait pas de DRH, de directeur financier. Enfin, on traitait tout depuis la France, sauf la partie opérationnelle, direction générale et commerciale. Donc finalement, dans cette intégration, même avec une société de 200 millions, les choses ont été facilitées puisqu'on était contents, nous, de trouver un back-office et eux étaient rassurés de ne pas être absorbés par quelqu'un qui allait modifier tout. Donc, c'est vrai qu'on s'était dit que ce serait plutôt sans doute plus facile que la moyenne, puisque pas trop d'équipes à fusionner. On n'avait pas non plus de direction informatique et on avait besoin de beaucoup d'informatique. Donc, globalement, on s'était imaginé que ce serait plus facile. Ça a été passionnant, mais pas forcément plus facile. Voilà. Donc, je ne sais pas si je voulais que je continue là-dessus, mais Juste, pourquoi sont-ils partis, en fait, ces dirigeants? Peut-être chacun alors, avait ses vous motivations, avez mais raison. est-ce qu'il y a eu un choc? Vous vous êtes pas entendu avec eux? Vous n'êtes pas Beaucoup compris? de cas différents. Alors, le cas classique dans les 4-5 personnes qu'on avait identifiées, il y avait le directeur financier. Donc, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est quand même important quand vous êtes à 6000 km et que vous êtes directeur financier, d'avoir un financier, on va dire back-office, service non opérationnel qui tient la route, parce que sinon vous dormez quand même un peu moins bien. Et lui, on a acheté en mars, est parti en juin. De son propre fait, on s'entendait très bien, on est d'ailleurs encore en contact, et c'était compréhensible. Il avait passé 10 ou 15 ans dans cette société, il avait envie d'autre chose, ça n'avait rien à voir ni avec nous, ni avec l'équipe, et lui a préparé les choses, à savoir il avait déjà recruté et formé quelqu'un qui était finance director et qu'il a promu et qui a très bien, voilà, pris le relais, et on a fonctionné avec cette personne-là. Donc ça, on va dire que c'est le départ, naturel. Donc on a vécu avec. Bon, c'était déjà on avait imaginé qu'il partirait peut-être un jour, mais c'était quand même une surprise et c'était surtout très rapide. Donc là, on a été un petit peu, voilà, on a commencé à se dire: le financier, ça va être, chaud», mais il nous a rassurés vite, ça s'est bien passé. Parce que ce qu'il faut voir en tous les cas, que moi j'ai vécu, ce que l'équipe de direction a vécu comme une surprise, c'est que les gens aux États-Unis partent en 15 jours quand même. Même le plus grand le manager le plus de responsabilités, et qu'il faut aller négocier si on veut qu'il reste ne serait-ce que 15 jours de plus pour avoir un mois pour transmettre les sujets.
Ça, par rapport à un Français, peut-être un Européen qui a 3 à 6 mois, à 9 mois de préavis, ça change quand même beaucoup les choses quand vous avez, quand vous êtes loin, 6 000 kilomètres, avec, on avait à peu près 5 de mémoire, parce que je commence à oublier, 500 à 600 personnes. Donc, bah, tout un système, des signatures bancaires, enfin bon, des plein de choses qu'il faut changer. On se dit: «Bon, bah, en 15 jours, faut avoir tout fait», sachant que, bah, nous, il l'a dit le 15 juin, il est parti le 30 juin, c'est-à-dire que par rapport à la période estivale, ça tombait très, très bien. Donc voilà, donc Ouais. ce départ s'est bien passé, mais nous a quand même mis une petite alerte en se disant: On nous avait dit que les gens pouvaient bouger vite». Effectivement, en réalité, ils bougent vite. Enfin, c'est-à-dire quand ils ont décidé de le faire, ils y vont. Le D'accord. deuxième cas, alors nous avions rencontré Valérie au moment des due diligence pour justement, quand on cherche à faire une acquisition de société, ça doit être la deuxième partie que vous avez vue dans le deuxième webinaire. Il faut trouver des partenaires pour, faire des due diligence. Comme on avait créé notre société de zéro, par définition, on n'avait pas eu, recours à des experts, juridiques, du niveau du cabinet Sheppard Mullin. Et là, avec Valérie, au moment de l'acquisition, on avait signé des contrats sur les 5 managers clés qui prévoyaient, normalement, c'était sécurisé, ce qui s'appelle un retention bonus, qui nous assurait qu'à minima, ils seraient motivés pour rester 9 mois, 10 mois, enfin, ce qui paraît logique, qui en tous les cas est pour moi indispensable aux États-Unis. Ce qui fait qu'on a eu 2 autres personnes qui ont attendu d'être à la période certaine de versement de ces, retention bonus pour partir. Donc janvier, en gros, il fallait avoir tenu entre guillemets «jusqu'au 31 décembre», donc janvier. Donc là, sur les 5, on en a perdu 2 autres à ce moment-là. Dire qu'on ne l'avait pas forcément vu arriver, vous sentez bien si entre guillemets «la mayonnaise prend» ou pas, on avait peut-être senti qu'ils partiraient, peut-être pas aussi vite parce que ça se passait globalement bien, mais pareil, ils sont partis en 15 jours, donc là, c'était la partie informatique, heu, qu'on aurait bien aimé garder. C'était des gens les gens étaient des gens de qualité qu'on aurait bien, aimé, continuer à garder. Hem Autrement dit, il faut parfois jongler avec des inattendus, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. Il C'est faut pas- avoir, faut rester calme. Vous parliez de volatilité en début de call, la volatilité, il fait partie du quotidien. ouais, on C'est y reviendra. sur les Euh, équipes, Rémi, c'est pareil. Rémi Forget, je me tourne vers vous. Alors, ce ne sont pas des problématiques uniques aux fusions-acquisitions aux États-Unis, hein. Elles sont valables sur toutes les fusions-acquisitions. Mais c'est vrai que là s'ajoute la distance et peut-être aussi les différences de culture d'entreprise, de culture d'affaires. Selon votre expérience, qu'est-ce qui est la clé pour éviter les problèmes de choc culturel ou de mésentente ou d'incompréhension? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Bah, comme Brigitte l'a dit, en fait, les différences culturelles existent, donc on peut pas. Elles existent, donc on ne va pas Ouais, les nier ou penser qu'elles n'existent pas. Et moi, je suis plutôt, enfin, je suis clairement concentré dans tout ce qui est finance. ouais. Où, et, et en surface, on se dit de la comptabilité, que ce soit en France, aux États-Unis ou n'importe où, c'est pareil. Mais en fait, la manière dont les gens la font, la manière dont les gens exécutent les instructions, le reporting, euh, des choses toutes bêtes aux États-Unis, beaucoup de sociétés, surtout dans le cas d'acquisition, sont des sociétés qui sont familiales ou qui sont. Donc, le directeur financier ou le responsable comptable rend des comptes à quelqu'un qui a son bureau à côté. Donc, ils font des clôtures de comptes quand ils en font. Clairement, ils rendent des comptes à l'actionnaire principal qui est le bureau à côté, qui est de la même culture. D'un coup, ils se retrouvent à rendre des comptes à un directeur financier qui est à 6000 km, qui est d'une culture différente et qui, surtout dans le cas français, dans des groupes où il y a des calendriers de clôture, reporting. Donc, on ne peut pas empêcher la différence culturelle, elle existe à tous les endroits et la manière de travailler. En revanche, et mon conseil, si je peux, c'est toujours ce que j'incite, c'est il faut privilégier l'oral à l'email. On peut se déplacer, mais on ne peut pas toujours se déplacer. Enfin, créer du lien, en fait, il faut créer de l'humain, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif quand on parle des États-Unis, qui sont habitués à tout ce qui est technologique et autres, mais créer du lien humain, que les gens vous connaissent, qu'on connaisse comment, ça c'est très important. Et après, effectivement, ma règle, c'est que plus il y a de frustration, plus il y a de problèmes, plus il faut parler et plus il faut prendre son téléphone. Même si on n'est pas confortable en anglais, c'est plus important que d'écrire un email. Ouais.
parce qu'on passe plus de messages au travers de. Donc moi, mon conseil, c'est toujours de privilégier l'oral à l'écrit. Également, toujours dans la finance, il faut être plus détaillé dans les demandes qu'on fait Ouais. que à poste équivalent ou à demande en France, on ferait. Si on dit à quelqu'un en France clôture les comptes pour le mois, la personne en général sait le faire. Si vous demandez à un Américain comptable clôture les comptes, généralement il va être un peu perplexe. Il faut rentrer dans le détail. À la fin, il sait faire la même chose, mais ça ne se présente pas pareil. C'est un peu mes conseils. On ne peut pas Alors, je éviter suis les différences. complètement d'accord avec Rémi, c'est du vécu, de vécu. Moi, j'avais mis en place, et finalement, ça a fini par fonctionner très, très bien avec, le premier directeur financier, son successeur, un weekly call de 1 heure. Si on n'avait rien à se dire, au bout d'un quart d'heure, c'était terminé, voire, on parlait de nos enfants, ou d'autres choses, mais on essayait de créer du lien, justement, sur autre chose que le travail. Et si on avait beaucoup de choses à se dire, on descendait point par point. Alors, au début, la liste des points était longue et puis au fur et à mesure, ils s'étaient habitués et ça tournait très bien. Et c'est vrai que comme on est loin, c'est indispensable de faire ça, d'avoir ce lien, de ne pas laisser 3 semaines, 1 mois sans se parler et imaginer que l'autre a compris alors que c'est pas forcément le cas et ça peut être dans les 2 sens. Deuxième chose, je pense que c'est quand même un pays, enfin, il faut être prêt à avoir une ligne, voyage et déplacement qui est un peu plus élevée que ce qu'il y a dans le cas d'autres acquisitions. Il faut se voir donc notamment à l'acquisition, il faut aller, alors Sur place. c'est vrai que beaucoup de deals se font, en remote, le signing et le closing en visio, ça j'avoue que enfin moi j'y arrive pas, mais en tous les cas, si ça se fait comme ça, il faut aller sur place quand même le lendemain, la semaine qui suit, voir les gens, commencer à se présenter. C'est un des éléments qui feront que ça marchera bien derrière et après le rythme que l'on avait, on avait une visite, en gros, j'y allais 2 fois à 3 fois par an et eux venaient 1 fois parce que c'est important quand on fait une acquisition aux États-Unis que la filiale se rende compte aussi de qui on est, ne serait-ce que de la taille de, alors même s'ils considèrent tous qu'on est microscopique et qu'ils font sans doute beaucoup mieux, quand ils voient ce qu'on fait et surtout nous, on était carrément beaucoup plus gros, tout de suite ça crée autre chose, ça les valorise, ça voilà. Donc mon CFO là, le 2e qui était un peu plus jeune qui a pris le relais, non seulement on l'a fait venir à Paris où il n'était jamais venu de sa vie et venir voir, nos installations, mais on l'a fait venir, dans les autres, États et notamment dans le mini siège qu'on avait dans le New Jersey. Il n'était jamais allé à New York. Alors moi, pour moi, un Américain qui n'était jamais allé à New York, je ne pensais même pas que ça existait. C'était très, très bête, mais bon, voilà. Donc essayer de créer du lien parce qu'il y a quand même une très grosse différence culturelle. C'est pour moi, toute notre équipe de direction quand on a acheté était en full remote, full Ouais. télétravail et ça alors là, c'est quelque chose qu'on pousse en France pour y être de plus en plus, c'est une chose, mais qu'on soit en totalité en remote sans s'être vus, je les ai obligés, par exemple côté financier, enfin obligés, ils ont été ravis une fois qu'ils l'avaient fait, à faire une réunion d'équipe, tout le monde au même endroit en décembre. On avait acheté en mars, en décembre, le 4 ou 5 décembre, le directeur financier a fait venir tout le monde au même endroit, au siège qui était vers Atlanta, pour qu'ils se voient. C'était la première fois depuis 24 mois qu'il était dans la société que toute l'équipe se voyait au même endroit. Tout le monde a été ravi et depuis, ils ont pris l'habitude de faire ça 1 fois par an. Donc côté européen, ça nous semble évident. Côté américain, c'est d'autres façons de fonctionner, mais je suis d'accord sur l'aspect humain est vraiment important et lié à cet aspect humain, alors je n'ai pas été, ni Rémi ni Valérie ne m'ont écrit pour que je dise ça, mais ce qui a été très différent pour nous entre le petit démarrage tout seul, from scratch et la suite, c'est de choisir des conseils à double culture. Ouais. Franco-américain ou français devenu américain ou parce qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes, notamment, j'ai sollicité, on a beaucoup discuté avec Rémi de taxes. Mais c'est qui voilà, moi j'ai mes réflexes, je sais comment fonctionnent les impôts français, je suis devenue folle avec les différentes déclarations au démarrage et c'est vrai que Rémi me disait: «Mais non, là on te demande ça, c'est normal, mais je me suis renseignée, là c'est pas normal et voilà comment ça marche». Enfin, avoir cet échange et donc côté financier, on aime bien creuser, aller comprendre tout. Côté, CEO et directeur des opérations, c'est aussi bien de pouvoir leur permettre d'échanger
avec des gens comme Rémi ou comme Valérie, alors je ne connais pas Didier, mais sans doute pareil, mais qui ont la double casquette et qui savent leur dire non, mais si votre client réagit comme ça, ou le département juridique de votre client demande ça, c'est normal, ou là il pousse, ou là, parce que c'est quand même très différent. Alors, c'est peut-être D'accord. évident de dire ça, mais on a fait des acquisitions en moyenne 3 par an dans 8 pays, surtout en Europe. On n'a jamais eu ça avant, enfin, on n'avait pas besoin de ça, ça passait tout seul. Avec les USA, c'était vraiment important et quand on s'est lancé from scratch, on a pris un petit cabinet juridique d'avocats américains. Bah, on n'a jamais réussi, même avec eux, j'avais du mal à communiquer pour me dire: «Est-ce que c'est normal ce qu'on me demande?» C'était très, ouais, je sais pas, très différent. Dès que Valérie est rentrée dans la boucle, ça a été plus facile parce qu'elle savait dire: «Non, mais toi, en France, tu penses comme ça, mais eux, ils pensent comme ça, donc voilà pourquoi ils te posent cette question et voilà pourquoi c'est important». Donc Ah, très c'est sympa, important, pratico-pratique. effectivement, prendre des conseils, qui ont un peu Double biculturels. casquette. Valérie Demonge, justement, alors je me tourne vers vous. Votre métier, ce sont les contrats. Tout à l'heure, Brigitte a parlé, par exemple, des bonus, de bonus restitution, je crois bien prononcer. Est-ce qu'il y a des éléments, des clauses qu'on peut mettre dans les contrats qui accompagnent les transactions d'acquisition qui peuvent anticiper justement des problématiques de RH ou des problématiques de culture de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau des contrats par rapport à ça? Oui, tout à fait. Et je rejoins tout à fait ce que disaient Rémi et Brigitte. La partie RH est très, très importante pour le succès d'une acquisition aux États-Unis et l'intégration. Et je crois que bien souvent, on sous-estime l'importance d'avoir un bon directeur ressources humaines sur place qui communique bien avec la management team et les salariés pour plusieurs raisons. La raison principale étant le coût de la main-d'œuvre aux États-Unis est très, très élevé. Que ce soit les salaires de base, que ce soit les attentes vis-à-vis des bonus, de l'intéressement des salariés et du contentieux aux États-Unis. Le contentieux en ressources humaines aux États-Unis coûte très cher. Il n'y a pas de juridiction style prud'homme et donc tout passe devant des tribunaux de première instance et autres qui ne sont pas particulièrement plus équipés que d'autres par rapport aux contentieux ressources humaines. Alors, il y a quelques types de contentieux qui passent devant certains tribunaux spécialisés en matière RH, mais en général, pour tout ce qui s'agit de disputes salariales et surtout les fameuses class actions, ça passe devant les tribunaux normaux avec des jurys. Et donc, tout cela, ça peut coûter très, très cher. Donc, effectivement, avoir un bon directeur ressources humaines qui peut vous gérer tout ça de façon efficace va être très important. La communication est fondamentale. Avoir des bons contrats, comme vous le dites, est très important. Mais en même temps, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à continuer à travailler chez vous. Les façons l'intéresser à travailler chez vous, ça sera de développer des systèmes de rétention, des systèmes d'intéressement. Le challenge quand vous êtes une société française, c'est que parfois vous allez vous retrouver dans une situation où les salaires de départ américains sont beaucoup plus élevés que l'équivalent en France. Donc pour un CEO, un PDG, ça sera difficile d'admettre que le directeur commercial américain va avoir une rémunération qui est peut-être 5 fois plus élevée que la sienne, déjà. Ouais. Donc, il y a vraiment des décalages à ce niveau-là. Ensuite, au niveau américain, c'est vrai que les gens s'attendent toujours à avoir des bonus. Donc, ça va toujours venir sur la table. Il va falloir qu'il y ait des bonus au closing de la transaction, des bonus de rétention, comme le disait Brigitte. Ce qui est aussi important pour eux, ça sera un intéressement au capital. C'est quand même un outil qui est très, très développé, très utilisé aux États-Unis. Mais c'est difficile de le faire fonctionner dans un système cross-border parce que vous ne pouvez pas donner d'intéressement forcément au capital local. Il va falloir donner un intéressement au capital en France. Les actions gratuites françaises ne sont pas gratuites aux États-Unis. Il y a toute une fiscalité qui est complètement différente. Donc l'intéressement de la main-d'œuvre américaine dans les outils français, ça peut être compliqué. Donc, il va falloir gérer ça. Et puis, il y a quand même aussi une grosse différence, et là, je crois que c'est dont parlait un peu Brigitte, au niveau de la management team qui avait un propriétaire fonds de private equity et la même management team qui se retrouve avec un propriétaire qui est un stratégique. Les management teams américaines qui travaillent avec des fonds de private equity sont habitués à beaucoup d'indépendance et à faire les choses à leur manière.
Et donc, tout d'un coup, les maîtres, ils sont quelque part très mercenaires, je dirais. Et on a vu ça dans beaucoup d'acquisitions, pas uniquement la situation dont Brigitte parlait, mais quand vous mettez une équipe de management qui est habituée à beaucoup d'indépendance sous la direction d'un stratégique, les choses deviennent beaucoup, beaucoup plus difficiles. Et bien souvent, vous voyez que cette management team va en fait partir assez rapidement, une fois qu'ils ont reçu tous leurs bonus et leurs incentives, pour aller travailler pour un autre fonds de private equity. Donc, il y a vraiment la gestion des attentes. Savoir que quand vous avez l'habitude d'une équipe qui a travaillé ensemble depuis des années et qui a eu beaucoup d'indépendance, les mettre sous votre giron, ça va demander beaucoup, beaucoup plus d'efforts. Et puis, planifier que effectivement l'équipe pourrait partir relativement rapidement. Et donc, il faut préparer le backup et le second rang à prendre la place du premier rang. Et Mais j'ajouterai un tout petit point qui nous a surpris, c'est la sensibilité au titre. Alors peut-être qu'en France, les gens sont sensibles au titre, et que j'étais dans un univers qui ne l'était pas du tout. Mais j'avais jamais ressenti ça avant. Donc dans la sphère appliquée à la sphère financière, FD, VP Finance, Senior VP Finance, CFO, C-Level. Le C-Level, c'est le Graal absolu, mais à un point, voilà. Et ça, dans les attentes des managers, ça a plus de résonance, je trouve, qu'en France. Alors, en premier, la partie financière, la partie rémunération, mais le titre n'est pas très loin derrière. Beaucoup plus que d'être officer, board member, mais alors le C-level, là, voilà, c'est le Graal absolu. Et autre chose, peut-être qui est plus percutant qu'aux États-Unis, qu'en France, la partie bénéfice au-delà de la rémunération, et notamment ce qui est lié à la partie retraite, le 401k, là, le plan où là, je passé quelques heures à comprendre comment ça marchait, toutes les avantages, l'avantage autre que le salaire qui peuvent être aux États-Unis multiformes, sans doute comme dans beaucoup de pays, mais qui peuvent coûter très cher, notamment le 401k, et qui sont des éléments pour attirer et garder les managers. Ouais. Je reviens vers Valérie. Faut-il encadrer, selon vous, et comment, dès le début, faut-il encadrer ces aspects gestion RH et comment ça peut se faire, Valérie? Oui, il faut les encadrer dès le départ, ça sera très important parce que vous allez avoir une grosse partie en fait du succès de l'acquisition qui va être basée sur cette équipe que vous voulez garder. Donc mettre en place des nouveaux contrats de travail avec les nouveaux systèmes de rétention, de bonus, etc. Et là, je rejoins ce que disait Brigitte sur les avantages en nature, sont très importants aussi aux États-Unis. Il y en a dont Brigitte n'a pas parlé, ce sont tous les couvertures médicales, sont très importantes aux États-Unis parce que le coût de la santé aux États-Unis est exorbitant. Donc, avoir là aussi une bonne couverture médicale que vous offrez à vos employés va être important. Donc ça, vous mettez ça en place dès le départ, au moment de la négociation de la transaction, de mettre en place des nouveaux contrats de travail. Bien souvent, les salariés vont vouloir que vous gardiez tout ce qu'ils ont en place au niveau des avantages médicaux et autres. Si vous avez quelque chose de mieux à leur proposer, ça ira très bien. Certainement, leur offrir quelque chose de moins bien que ce qu'ils ont, ça ne va pas passer. Le 401k, effectivement, est quelque chose, c'est un plan d'épargne retraite qui est très important aussi. Si vous n'avez pas de 401k aux États-Unis, il faudra certainement en mettre un en place. Il y a des sujets fiscaux associés à tout ça, il faudra rentrer dans les détails. Mais effectivement, il faut encadrer ça dès le départ et vous pouvez le faire au travers de contrats de travail. Il y a aussi bien souvent besoin d'engager un expert en ce qu'on appelle un compensation expert qui va vous faire vraiment une analyse entre vos salaires en France, vos bénéfices en France ou aux États-Unis pour vos filiales par rapport à ceux de la cible et comment réconcilier les deux pour que vous arriviez à avoir quand même un système global aux États-Unis qui fonctionne par rapport à votre masse salariale existante et à vos pratiques existantes. Donc ça, c'est un travail de comparaison à faire et ensuite mettre en place, ajuster les plans et mettre en place les incentives. Et souvent, les différences au départ se bridgent par du cash que vous mettez sur la table dans les mains des gens pour faciliter la transition vers d'autres plans. D'accord.
Bien, pour terminer sur ce chapitre, Didier Choix, je me tourne vers vous. À quoi reconnaît-on une équipe dirigeante intégrable dès la phase de due diligence? Est-ce qu'il y a des signaux qui peuvent mettre la puce à l'oreille sur oui ou non, ça le fera? Alors, oui, en principe, oui. Alors, la première chose, c'est d'abord voir l'âge. D'accord? Euh, Si vous avez un dirigeant qui a 65 ans et qui vend sa boîte, il ne va pas rester longtemps. D'accord? Mm. Et dans une certaine mesure, vous n'avez peut-être pas envie qu'il reste trop longtemps. Mais il faut se préparer à ça. D'accord? Première chose. Deuxième chose, euh, il faut accepter le fait que ce sont que on dirige une boîte aux États-Unis de façon différente de ce qu'on fait en France, notamment en ce qui concerne les PME et les ETI. Donc, vous arrivez en tant que Français, ben, premièrement, il faut avoir un sens de l'écoute, bien écouter ce qu'on vous dit et essayer de le comprendre. Parce que vous, comme Valérie et Brigitte l'ont dit précédemment, euh, ce que vont dire les gens n'est pas forcément ce que vous attendez, vous allez entendre et ce que vous allez comprendre. Donc, avoir quelqu'un comme Valérie ou, euh, ou, euh, ou Rémi qui ont l'habitude de ce genre d'opération, ils vont pouvoir vous expliquer, attention, attention, il vous a dit ça, mais en fait, dans son esprit, il pense ça. D'accord? Donc, bien écouter. Deuxième point, et on l'a dit déjà, être visible. D'accord? Vous achetez une société. Généralement, c'est une société qui a été une entreprise, une PME, une ETI, qui a été souvent familiale. Ils ont l'habitude de voir leur patron tous les jours. Mm. Il faut aller les voir. Il ne faut pas disparaître. Il faut aller les voir régulièrement. Alors, est-ce que c'est une fois tous les 3 mois? Est-ce que c'est une fois tous les 6 mois? Moi, j'aime bien tous les 3 mois. Mm. D'accord? Juste pour voir, bah, discuter, créer du lien. Créer du lien avec la personne qui vous a vendu l'entreprise, les cadres, qui sont ses rapports directs, hein, le CFO, VP Finance, etc., etc., mais aussi pour que les employés vous voient, pour qu'ils sachent que maintenant, il y a quelqu'un derrière. D'accord? Et troisième point, effectivement, bah, la finance, mettre en place les systèmes le plus tôt possible. C'est très, très, très important. Mettre en place les systèmes. Et comme les gens n'ont pas l'habitude de travailler dans un environnement, enfin, la plupart du temps, les gens n'ont pas l'habitude de travailler dans un environnement où on va leur demander du reporting tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et ben, il faut effectivement que le CFO français eh ben, se présente, aille là-bas, explique pourquoi, explique et obtienne des résultats. Alors, effectivement, il y a toujours le risque que les gens vont partir. Et Ouais. quand, comme le disait Brigitte, quand on part, eh ben, ils partent rapidement. Eh ben, c'est le revers de la médaille, si vous voulez. Si vous voulez, si une personne ne fait pas l'affaire et que vous voulez remplacer, elle est partie en 15 jours, ce qui n'est pas le cas en Mm. France. D'accord? Donc, bon, il faut accepter le fait que, effectivement, les protections sociales sont différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en France, voire en Europe. Et, euh, et toujours savoir que, effectivement, les rémunérations, ce sont des points très, très importants et très, très, très sensibles. D'accord? Mhm. Euh, D'accord. voilà. Juridiquement, si je peux Ok. rajouter sur le sujet du préavis de départ, aux États-Unis, effectivement, il y a très peu de préavis. Juridiquement, vous ne pouvez pas avoir dans vos contrats des préavis de longue durée. C'est Ouais. interdit. Donc, avoir 30 jours de préavis, peut-être 2 mois, mais dès que vous allez au-delà de 3 mois de préavis, c'est illégal dans, D'accord. dans beaucoup Et, d'États. et pour Ouais. revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement,
le communication orale est beaucoup plus importante que la communication par email. Oui, Euh, c'est Annie qui l'a remarqué, oui, en c'est effet. très, très, très important. Et, Oui, et puis, il faut se montrer. Il faut vraiment y aller. Et des fois, c'est compliqué parce que, bon, si on est sur la côte Est autour de New York, c'est facile. Mais quand on est dans le Midwest ou dans des villes de seconde zone, dans le Sud ou dans l'Ouest, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut faire l'exercice. Il faut accepter aussi le fait que les Américains sont beaucoup plus vocaux dans les réunions. Dans les réunions, tout le monde donne son avis, y compris le junior qui vient de débarquer ou qui est là depuis 2 ans. Il n'y a pas que il y a pas que le patron qui parle. Tout le monde parle. Il faut l'accepter. En fait, il faut l'encourager. d'accord. Parce qu'on apprendra des Emmanuel, choses par l'intermédiaire du junior, on apprendra des choses que peut-être que le dirigeant ne veut pas vous dire. d'accord. Emmanuel, y a-t-il des questions du Oui, public pour clore ce chapitre? oui, on va clore parce qu'on a pris pas mal de retard et beaucoup plus longtemps sur ces questions très importantes de ressources D'accord. humaines et de culture. Mais il y a quand même une question que je vais prendre de Franck à propos de recrutement. Comment, et peut-être pour Brigitte, comment le personnel a-t-il été recruté? Est-ce que vous êtes passé par des cabinets? Et plus largement, quels ont été les arguments de l'entreprise française pour intéresser les candidatures? Alors oui, il a fallu recruter à tous les niveaux, mais on va dire intermédiaire et management. Alors sur ce point-là, un peu comme pour, avoir choisi, et trouvé une banque ou, choisi et trouvé, un avocat, je suis, retournée sur l'écosystème, franco-américain et c'est la première personne que l'on a recrutée, qui était à l'époque dans la petite société et qui maintenant est la CEO de la société qui doit faire 220 millions. On l'a trouvé par un cabinet de chasse recommandé par Rémi dans l'écosystème français. Rémi nous ayant dit, cette personne saura justement avoir l'habitude des différences culturelles et vous conseiller au mieux. Après, c'est une question de personne et de chance, hein, mais en tous les cas, oui, on est passé par des chasseurs de tête. On a essayé par quelques chasseurs français, mais ça a été beaucoup plus percutant avec des chasseurs implantés localement à double culture. Parce on n'est pas les seuls à avoir une activité basée aux États-Unis, tournant aux États-Unis sur le marché domestique, ayant besoin de managers à double culture. Et pour le coup, je n'ai pas l'impression que c'était si compliqué. En tous les cas, peut-être que comme les Américains sont habitués à pouvoir se libérer plus vite des postes et à prendre les postes plus vite, il y a peut-être plus de flux, de candidats qui circulent. Mais en tous les cas, à chaque fois qu'on a ouvert un poste, voilà, ça a tourné, on a trouvé relativement rapidement et les choses se Emmanuel, sont restabilisées, voilà, différemment. Très bien, merci Brigitte. On va enchaîner tout de suite avec ce qui était la deuxième partie de cette session en continuant. Et merci à tous de poser vos questions. Continuez de le faire. On pourra pas les prendre forcément toutes, mais continuez de poser des questions si vous en avez, que ça soit sur LinkedIn si c'est là où vous nous suivez ou sur le Zoom si vous êtes inscrit, que vous êtes sur le Zoom. Et donc après les questions RH, évidemment, très vite on arrive à la question de comment on structure l'intégration aussi bien d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue financier. C'est ce qui va sans doute assurer que les choses se passent le mieux possible. Brigitte, à nouveau, comment est-ce que vous avez abordé ça de votre côté? Je crois que vous avez choisi la solution de la filiale, de la fusion avec la filiale américaine, vous nous l'avez dit. C'était, de votre point de vue, la bonne façon de faire avec le recul? Alors, a priori, dans le vif du sujet et a posteriori, oui. Pour le coup, nous avons fait beaucoup d'acquisitions dans les 15 années qui sont passées et je reste convaincue que le moins d'entités juridiques vous avez, le mieux vous vous portez, et que c'est aussi une façon, alors on a toujours, avant de faire les fusions, on a toujours regardé et c'est vrai qu'aux États-Unis, il a fallu pousser peut-être un peu plus. On avait une sorte de merger tracker ou de
d'état des lieux, de cartographie, disant voilà tous mes thèmes en ligne, tous mes thèmes à regarder, ressources humaines, clients, fournisseurs, juridique corporate, bancaire, tous les thèmes, et en colonne, que se passe-t-il si je ne fusionne pas, si je fusionne dans un sens ou si je fusionne dans l'autre, parce qu'on s'interdisait aucun élément. En essayant de faire remplir à chaque équipe et de les aider à remplir les plus, les moins, les sujets qui prendraient un temps fou, les sujets qui coûteraient trop cher, les sujets qui seraient insurmontables. Alors, c'est dans ce cadre-là que l'on arrive souvent au sujet de la marque du nom. Et ce n'est pas parce qu'on fusionne 2 sociétés qu'on est obligé d'abandonner un des 2 noms. On peut garder 2 noms commerciaux pour une seule société. Donc ça, on a essayé de dédramatiser. En l'occurrence, sur cette acquisition américaine, le sujet s'est pas trop posé. Mais dans d'autres cas, il a été plus difficile à traiter. Mais on a toujours visé le fait d'avoir une entité juridique par pays et pas plus, dans la mesure du possible, parce qu'après, en termes de reporting, d'agilité, de responsabilité, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, la seule spécificité qu'ont eu les États-Unis, et ça c'est aussi avec Valérie qu'on l'a étudié et mis en place, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre de faire disparaître la société de 200 millions dans la société de 20 millions qui n'existait que depuis 2 ans. Parce qu'on aurait perdu toutes sortes d'autorisations réglementaires. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait, là, le droit d'opérer dans X États. Nous, on avait 3 États, ils en avaient 49. Donc, globalement, on a, après avoir analysé ce tableau, il était très très clair que c'était pas très efficient de garder 2 entités, donc il valait mieux fusionner, mais il fallait absolument que ça soit la fille qui absorbe sa mère. Et donc là, c'est posé la question de est-ce que c'est possible, et qu'on s'est tourné vers Valérie pour organiser ça. Pour le coup, juridiquement parlant, ça n'a pas été si compliqué que ça. C'était plus tout ce qu'il fallait faire tout autour que la fusion elle-même. Donc oui, la fusion, voilà, un seul organigramme, un seul système. Et derrière, pour couronner le tout, on a fusionné les sociétés, on a changé de système financier, puisque nous, on était externalisés chez RSM, donc on n'avait pas de système interne. Et eux étaient sur un vieux système financier, donc on ne pouvait prendre ni une solution ni l'autre, et donc on en a profité pour les faire devenir la vitrine du groupe en choisissant le nouveau et futur système de reporting donc très moderne, bel outil. Voilà. Donc on les a mis en avant en même temps, parce qu'ils ont bien aimé aussi, puisqu'ils devenaient l'équipe la plus moderne et la mieux outillée pour faire leur reporting. Merci. Rémi, en termes d'intégration, justement, qu'est-ce qui vous paraît le plus important à mettre en place pour que les choses finalement se passent bien avec la maison mère en Europe, en France, pour notre cas? Est-ce que c'est des questions sur le cash, justement, sur le reporting? Comment vous voyez les choses de votre expérience? Je dirais qu'il n'y a pas forcément d'arbitrage entre cash et reporting, enfin quand on met ça en place. Le reporting, on en a évoqué, c'est plutôt les outils qui ne sont pas forcément les mêmes, donc arriver à les faire se parler entre eux ou changer de système pour pouvoir effectivement remonter vers la France des informations financières et non financières sur les opérations. Ça dépend encore des activités, mais certaines activités, il faut que les informations sur le suivi des clients ou sur de la production, ça soit mondial. Donc, ça peut être des systèmes à changer. Le cash ou l'aspect… en fait, la question, c'est la remontée. Comment on remonte la trésorerie vers la maison mère? Ça dépend comment l'acquisition a été structurée. Si c'est de la dette qui a été mise en France, donc effectivement, il faut trouver des mécanismes qui permettent de remonter de l'argent des États-Unis vers la France pour pouvoir rembourser la dette. Donc ça, tout ce qui est cash, c'est autour de là où est-ce qu'il y a des besoins. Est-ce que les besoins sont plutôt en France ou est-ce que les besoins sont pour financer des développements aux États-Unis? Le reporting, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est effectivement mettre en place, il y a l'aspect outil, effectivement, l'aspect culture, parce que les gens sont en US GAAP. Assez souvent, dans ce type de société, c'est des US GAAP quelque peu modifiés, parce que il n'y a pas forcément d'obligation d'établissement, ça on l'avait dit précédemment, d'établissement d'état financier à des normes, donc c'est plutôt ça peut être des états financiers fiscaux pour les besoins du propriétaire. Donc là, vous changez de monde. Donc si le groupe… Donc, anticiper toutes ces questions de reporting, on ne peut pas
espérer ni escompter qu'un chef comptable américain va devenir un expert des normes françaises, normes comptables françaises du jour au lendemain, ni que ça l'intéresse, ou des IFRS. Et je pense que c'est un bon moyen de faire partir quelqu'un rapidement si vous lui imposez de changer trop son système de pensée. Et donc, en fait, c'est. Mais effectivement, je pense que c'est un peu le thème. Il faut que la maison mère, et dans les différentes directions et divisions, et qu'on sache ce qui se passe, effectivement, que de créer du lien et du lien avec les dirigeants et les équipes locales, créer de l'humain. Donc, il faut communiquer, mettre en place des outils, les accompagner dans la mise en place d'outils. On peut simplement dire, vous devez m'envoyer tous les mois en J+5 votre clôture, surtout s'ils n'ont jamais fait de clôture. Déjà, ils ne savent pas ce que ça veut dire, clôture mensuelle et J+5. Donc, si vous n'accompagnez pas, si vous envoyez simplement un email en disant, bah, voilà le calendrier de clôture pour l'année qui vient, là également, c'est un bon marqueur pour faire partir les gens très, très vite. Ça m'est arrivé il y a une vingtaine d'années, effectivement, un de nos clients français qui organise cette opération aux États-Unis, une équipe de 12 personnes, ils pensaient que les gens allaient partir à l'américaine, enfin à la française, donc progressivement, ils ont annoncé la réorganisation. Globalement, ça voulait dire qu'à l'horizon d'un an, les gens auraient plus de job. En quasiment 2 semaines, ils ont perdu, le service comptable financier est parti de 11 personnes à 2. Donc après, ça a été un peu compliqué à pouvoir tenir les calendriers d'audit et autres. Donc c'est le genre de choses auxquelles il faut appréhender. Et nous avons toujours essayé de demander, alors c'était pas spécifique aux États-Unis, mais ça a quand même aidé. Ça, je pense que c'est valable quel que soit le secteur et la société. À chaque fois qu'on demandait un reporting, un fichier Excel, hein, pour le rentrer dans l'outil central ou le connecter, on renvoyait quelque chose. C'est-à-dire en disant, mais voilà, tu m'as donné l'information de base, qui était le plus possible dans ton système, dans tes normes, dans ta présentation. Je te renvoie ce que cela signifie niveau groupe. Donc en l'occurrence, où c'était des comptes de résultats, suivi du chiffre d'affaires. Et je te montre la place que tu as dans le groupe, quelle qu'elle soit, présentée selon la façon de suivre du groupe. Et ça, je sais qu'ils ont toujours bien aimé parce qu'ils n'avaient pas l'impression de donner du chiffre pour du chiffre sans avoir aucun retour. Donc ça, aux États-Unis, ça a encore plus été important dans le sujet. Je confirme avec Rémi que aussi, comme ce que disait Rémi, aussi bon soit-il, la gestion de projet côté financier, c'est pas forcément inné. Alors, est-ce que c'est spécifiquement américain ou pas? Je n'ai pas assez vu pour dire, mais on a mis en place NetSuite, qui n'est pas un tout petit outil. C'est eux qui ont processé tout, l'équipe locale. En revanche, j'ai assisté à toutes les réunions avec l'équipe RSM qui nous a aidés à la mise en place. Je ne faisais pas les choses, mais je m'assurais qu'ils se comprenaient bien entre eux et que c'était voilà, que ça allait avancer en temps et en heure. Donc, je n'ai pas été chef de projet complet, mais ça aurait été difficile de les laisser tout seuls sans s'impliquer. Donc, il faut être un peu plus derrière que dans d'autres cas. Merci Brigitte. Valérie, quels sont, en 2 mots, c'est un peu compliqué à répondre en 2 mots à cette question, mais les risques juridiques typiques un peu de post-deal que vous avez pu aux États-Unis, que vous avez pu observer et qui éventuellement parfois peuvent surprendre des acquéreurs ou des maisons mères françaises? Oui, bah, les sujets qui apparaissent très fréquemment, et ça c'est basé sur mon expérience, mais aussi si vous voyez On a un petit problème de son avec Valérie, je crois. On va passer à Didier en espérant récupérer le son. Voilà, on a perdu Valérie complètement, mais on va du coup, Didier, quelles sont les erreurs pour vous les plus fréquentes que vous avez pu voir dans la gestion post-deal, mais vraiment du pilotage opérationnel? Je sais que par nature, vous êtes moins, impliqué dans cette phase-là, mais j'imagine que vous abandonnez pas totalement vos clients dès que c'est signé et que l'argent est dans votre poche. Donc, parce que très souvent, vous en accompagnez sur plusieurs opérations qui continuent qui viennent à la suite. Donc, est-ce que vous avez comme ça quelques erreurs qui vous ont frappé dans votre carrière, encore une fois, dans la gestion post-deal du pilotage opérationnel? Oui, la première question, c'est
pourquoi on a fait l'acquisition. Ne pas oublier que là, on a beaucoup parlé de la finance, du contrôle, etc., etc. Mais on a fait une acquisition parce on veut créer de la valeur. Et la valeur, avec tout le respect que je dois à mes co-intervenants, la valeur, elle n'est pas créée par les directeurs financiers. La valeur, elle est créée par le commercial, le marketing, le dirigeant. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait une communication entre le dirigeant de la business unit, le dirigeant français, et le dirigeant américain. Bien suivre cela, c'est très très important. On a tendance à l'oublier. Et si on essaye d'imposer nos systèmes français dans un environnement américain, ça peut très mal se passer. Et c'est ce qu'on voit assez régulièrement. Alors, quand il s'agit d'une ETI, une PME ou une ETI, on le voit moins souvent que quand c'est une grosse multinationale qui achète une ETI généralement familiale et qui va immédiatement imposer son reporting, ses façons de travailler. Et donc, ça, c'est très bien quand il s'agit du reporting financier, mais c'est généralement très, très mal perçu par les gens qui créent la valeur, par le marketing, par les opérationnels, par Ben, les manufacturiers. Ouais. merci Didier. Ça tombe bien parce que c'est justement la troisième partie, mais sur comment on fait pour recréer une dynamique de croissance post-acquisition. Mais Valérie, d'abord, on l'a retrouvée, je crois. Oui, merci beaucoup. Donc Valérie, juste en quelques mots, Oui. les risques juridiques, vous aviez commencé à nous expliquer. Oui, en gros, vous allez avoir 4 catégories où on voit des sujets post-closing. Un, ce sera sur la fiscalité étatique en particulier. C'est là où, une fois que vous avez pris la main sur la société, vous allez vous rendre compte qu'ils n'avaient pas forcément bien fait les dépôts de déclaration fiscale dans tous les États où ils le devaient en fonction de leur activité. Donc, un gros sujet là-dessus. On voit aussi beaucoup de sujets de compliance et vraiment une nécessité pour les acquéreurs de reprendre les compliance policies des sociétés, en particulier dans tout ce qui concerne la privacy. On voit un sous-investissement notable en compliance côté privacy. Pour mémoire, la privacy aux États-Unis, c'est 50 régimes juridiques différents. Ce n'est pas un régime fédéral unique. Et donc, il y a toujours des sujets à reprendre en main côté privacy. On a parlé déjà des sujets employés, en particulier des class action. Bien souvent, vous allez vous rendre compte post-closing que les pratiques d'heures supplémentaires ne sont pas bien respectées, etc., etc. Et quand vous avez ce genre de sujet-là, un, ils ne sont pas couverts par les assurances. Deux, ils font l'objet de class action fréquentes qui coûtent très cher. Et puis, en gros, vous allez, dernier sujet, voir parfois des sujets avec des clients où finalement le pipeline n'est pas tel qu'il avait été présenté. Et là, vous allez avoir des sujets clients. Mais ça, je dirais, c'est presque un sujet un peu moindre que les trois autres. Merci. Mais, Christine, on va revenir vers vous pour cette troisième partie, sachant qu'il nous reste plus que 7 minutes, donc il va falloir faire plus court, Alors, plus rapide que prévu. absolument. Et je vais donc demander à tous les intervenants d'être concis dans leurs réponses. Parce qu'évidemment, on a déjà abordé le sujet. C'est une fusion, c'est fait pour créer de la valeur. 1 + 1 = 3. Alors d'abord, Brigitte, de façon concise, en dehors des questions de RH et des questions juridiques, qu'est-ce qui vous semble essentiel pour engager cette dynamique? Vous avez 45 secondes. Alors, je vais rejoindre exactement ce que disait Didier à l'instant et que je m'étais noté en préparant ce webinaire. Faut quand même pas oublier que la première chose, ce sont les clients et la deuxième, les salariés. Voilà, donc tout ce qu'on a dit avant, à partir du moment où on fait l'acquisition, on va voir les clients. Enfin, on va voir les clients. On se repose sur les clients parce que c'est eux qui vont créer la valeur. Et si on a tout le portefeuille qui fait pchit, on aura beau avoir le meilleur reporting et le meilleur coordination, le meilleur cash, voilà, ça ne voilà. Et deuxième chose, les équipes. Donc, ce qu'on disait au départ, communication sur les valeurs du nouvel actionnaire, sur encore plus dans le cadre d'une fusion, faire attention
aux gens et aux forces vives. Alors, en étant dans un métier de service et dans la logistique, c'était encore plus vrai. D'accord. Alors, Rémi, je me tourne vers vous. Vous nous disiez en préparant et qu'il y avait un risque majeur, ce que vous appelez le désengagement passif ou l'échec silencieux. Quels sont les signes avant-coureurs d'abord, qu'est-ce que ça veut dire et quels peuvent être les signaux avant-coureurs de ça? C'est un peu ça rejoint un petit Ouais. peu ce qu'a dit Didier précédemment sur le fait que dans les réunions, les Américains ont tendance à être vocaux, à exprimer ils n'ont pas forcément raison, mais en tout cas, ils partagent leurs sentiments. Donc, si vous bridez la communication, enfin, si les gens ont l'impression que de manière, quoi qu'ils disent, ils ne sont pas écoutés, effectivement, ce que disait Brigitte sur le fait de renvoyer, si on leur demande toujours des choses, enfin, c'est comme un peu tout le monde, si on demande toujours des choses à quelqu'un et on ne lui donne jamais de retour sur ce qu'il a donné ou le pourquoi on lui demande cette info, au bout d'un moment, les gens lèvent le pied. Oui. Quand c'est du côté des gens dans les opérations, c'est quand même gênant. Donc effectivement, quand on est loin, on est à 6000 km, et qu'il y a les différences culturelles et on n'est pas prêt, on voit quand les gens commencent à se mettre en retrait, à ne plus parler, à ne plus rien dire, c'est mauvais signe. Il y a quand même un point qui est différent de la France, c'est qu'effectivement, quand quelqu'un commence à plus être content de son travail, il ne traîne pas longtemps. Ouais. Et il y a peu de chances qu'il râle longtemps sur le fait qu'il n'aime pas l'ambiance dans laquelle il est. Généralement, il démissionne et il part entre 2 et 15 jours. Il va faire autre chose. Donc, au moins ça. Mais c'est effectivement, et il faut s'assurer par différents moyens que les gens ça reste impliqués et adhèrent aux nouveaux projets. Les Américains sont des gens qui peuvent adhérer à des nouveaux projets quand on leur présente le projet, qu'on leur explique ce qu'on veut faire et autres. Mais si on leur dit simplement, vous donnez de la data, vous allez chercher, vous augmentez le chiffre d'affaires, au bout d'un moment, ils vont lever le pied, ils vont voir partir. Et c'est un peu bon. C'est par ça que j'entends désengagement. Oui, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas forcément spécifique aux Américains dans ce domaine-là. Valérie, pour votre partie, qui sont les contrats, quelles clauses contractuelles peuvent favoriser la co-construction plutôt que le conflit dans une nouvelle acquisition? Écoutez, ce sera principalement des clauses qui permettent l'intéressement des parties et l'alignement des parties, comme vous l'avez entendu. Des clauses qui permettent le dialogue, telles que la médiation, plutôt que les interdictions. En même temps, parfois, interdire aux gens de se désengager, ça les force à discuter, ça les force à résoudre leurs conflits. Donc, il faut vraiment voir un petit peu comment gérer les deux. Avoir des pénalités financières principalement, c'est ça qui va motiver les gens à se comporter d'une certaine manière. Donc, que ce soit au niveau des représentations, des warranties, avoir des escrocs, avoir des rollbacks, avoir des earn-out, tout ce genre de clauses contractuelles-là vont effectivement forcer les parties à travailler ensemble, peut-être à communiquer davantage et à ne pas être désengagés. Donc, c'est plutôt vers ce genre-là qu'il faut se tourner. Et puis, la médiation, l'arbitrage, mais plutôt la médiation, qu'elle soit formelle ou informelle, sont des bonnes clauses de résolution de conflits plutôt que se précipiter devant les tribunaux ou un arbitre. D'accord. Et Didier, dans votre partie, dans vos spécialités, quelle forme de gouvernance recommandez-vous pour garder la filiale connectée à la maison mère, en fait? C'est ce qu'on a dit depuis le début. Alors, ça dépend effectivement des entreprises, ça Ouais. dépend des secteurs, ça dépend des États dans lesquels elles sont implantées. Mais première chose, la formule américaine, keep it simple, stupid. OK? Essayez, d'accord? Éviter les demandes, trop de demandes. Et D'accord. deuxièmement, communication. Communication dans les deux sens. Très important. Et troisièmement, visibilité. Il faut être là, il faut être vu, il faut se montrer. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. Et comme que disait Valérie tout à l'heure, ce qui est très important, c'est que les États-Unis, c'est 50 États. Et il y a beaucoup de différences entre États. Et il faut l'accepter. Et ça, c'est quelque chose que, en principe, vous devez avoir bien senti au moment où vous approchez, vous négociez, vous allez discuter avec les gens en amont.
D'accord? Si vous avez un problème avec les gens du Sud qui ont un mauvais accent, qui parlent l'anglais pas très bien, avec un accent à couper au couteau, eh ben, il faut peut-être pas regarder dans le Sud, il faut peut-être regarder dans le Nord-Est. Ce genre de choses, et pour assurer un succès de l'opération. Après, la gouvernance, il y a autant de modèles qui réussissent qu'autant de modèles qui échouent. Ça dépend de nos entreprises, ça dépend comment ils ont été réglés, comment ils ont été gérés auparavant. Si c'est une entreprise qui a été gérée pendant 40 ans par un fondateur, ça va être difficile, ou alors il va falloir le faire très diplomatiquement et très lentement, d'imposer un système totalement différent. D'accord. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir Pardon. s'adapter aux conditions, et c'est une des raisons pour lesquelles vous voulez faire une acquisition aux États-Unis. Il faut vous adapter. D'accord. C'est dans ce contexte aussi que les conseils sont précieux. Emmanuel, je ne sais pas si on a rattrapé le temps, mais voilà. C'est une précision suisse. Ça fait exactement 1 heure, donc on va s'arrêter. Je voudrais Ah, vraiment vous remercier tous les quatre pour vos témoignages. On n'a plus le temps de prendre de questions, malheureusement, mais je ne résiste pas à la tentation de lire la réaction de Sydney qui nous a suivis et qui dit: merci pour ce webinaire ultra qualitatif et pour votre transparence dans le partage de vos expériences. Il a trouvé particulièrement enrichissant l'accent mis sur l'interculturel à travers vos anecdotes. Merci évidemment à Brigitte qui est venue témoigner de son expérience aux États-Unis avec Stacy. Merci à nos 3 experts, Didier Choix, Valérie Domon et Rémi Forjas. Et évidemment, vous pouvez tous les 3 les contacter si vous avez des problématiques de ce type. Et si vous êtes inscrit au webinaire, vous recevrez un email avec leurs coordonnées, mais ils ne sont pas très difficiles à trouver de toute façon. Mais n'hésitez pas à les contacter. Ils ont, comme vous l'avez vu, beaucoup d'expérience et beaucoup de conseils à donner. Ils font ça tous les 3, au jour le jour, depuis bien des années. Merci vraiment de votre fidélité sur cette série de webinaires. Juste pour vous dire, avant de se quitter, que la prochaine série de webinaires, ça sera au mois de mai. Cette prochaine web série sera consacrée à la question de la mobilité internationale, avec comme partenaire la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, et une multitude d'experts qui viendront là aussi vous parler, vous donner des conseils sur les différents sujets de mobilité internationale à destination des PME, des ETI, mais aussi des individus qui veulent faire des carrières internationales. Et ça sera là aussi 3 webinaires passionnants que vous pourrez suivre au mois de mai. Merci à tous les 4. Merci évidemment à Christine depuis le studio du MOSI à Paris. Et on vous retrouve très bientôt pour d'autres webinaires et surtout pour l'actualité très riche du commerce international sur lemosi.com, grâce à Christine, pardon, et à toute l'équipe rédactionnelle du MOSI. On suit ça au jour le jour. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site du mosi.com, à vous abonner pour pouvoir accéder à tout le contenu. C'est aussi grâce à ça que le MOSI peut continuer de faire son travail. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.